Bonjour, bienvenue pour ce dernier cours qui va porter sur l'immunité innée et qui sera suivi d'un séminaire d'Éric Vivier qui est présent, qui vous parlera de certains aspects de l'immunité innée. J'espère que tu nous parleras aussi de la théorie de la discontinuité. Super. Donc on va finir en beauté, vraiment, hein. Vous allez voir, j'espère que vous apprécierez. On va finir en beauté parce qu'on va finir avec une nouvelle théorie définissant la façon dont le système immunitaire fonctionne. Donc je vais vous garder un peu de force pour tout à l'heure. En attendant, on va discuter l'immunité innée. Donc on a beaucoup parlé au cours des cours précédents d'immunité adaptative, comment les lymphocytes se différencient, comment les cellules dendritiques leur présentent des antigènes, quels sont les mécanismes d'activation qui induisent les fonctions effectrices, quelles sont les fonctions effectrices, etc., etc. On a parlé aussi un tout petit peu des lymphocytes B, de la réponse anticorps, mais je vous ai dit à plusieurs reprises qu'à côté de cette immunité adaptative existait une autre forme d'immunité qui a précédé de très loin l'immunité adaptative dans l'évolution, qui s'appelle l'immunité innée, et ça va être l'objet du cours aujourd'hui, bien qu'on verra une fois de temps en temps, mais vous l'avez déjà entendu, que cette immunité innée croise l'immunité adaptative dans l'organisation de nos réponses immunitaires contre les agents infectieux au sens large du mot. Les grands principes de l'immunité innée, ils sont évoqués sur cette première diapositive. On pourrait ajouter en préambule que c'est en gros une première ligne de défense. Au-delà des aspects mécaniques de défense dont on avait parlé lors du premier cours, les barrières physiques, la peau, les muqueuses, l'évacuation du mucus par les cils au niveau de l'arbre respiratoire, etc. La première réponse immunitaire proprement dite, ce sont les réponses de l'immunité innée qui sont rapides et qui peuvent être déclenchées par toutes les cellules de l'organisme. Elles ne sont pas propres aux cellules spécifiques du système immunitaire, les globules blancs en première approximation, mais toutes les cellules sont concernées. Et elles sont concernées à travers un système de reconnaissance en première approximation. On verra tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait exact, c'est un peu plus compliqué, peut-être plus intéressant. Mais en première approximation, cette immunité innée est déclenchée par la reconnaissance de profils moléculaires, en anglais on dit de molecular patterns, de certains types de molécules, qui sont, on va voir ça tout à l'heure, qui sont exprimés par les microbes, et pour lesquels nous avons des récepteurs qui sont présents, de plusieurs familles de récepteurs, vous allez voir, et qui sont présents, exprimés de façon variable sur l'ensemble des cellules de notre corps, et l'ensemble des cellules des espèces vivantes. Une deuxième caractéristique importante de l'immunité innée, c'est le fait que ces réponses sont rapides, c'est une première ligne de défense, et elles se déclenchent extrêmement rapidement une fois qu'un organisme vivant est en contact avec un microbe, ou avec des signaux qui peuvent également déclencher cette réponse, on y reviendra tout à l'heure. Le système est ubiquitaire, je l'ai dit d'une autre forme il y a une seconde, c'est-à-dire que toutes les cellules de l'organisme, à des degrés divers, participent de l'immunité innée, et pas uniquement les globules blancs, les lymphocytes, les polynucléaires neutrophiles, les macrophages monocytes, mais aussi les cellules épithéliales, les cellules endothéliales, les neurones, etc., etc. Toutes, à des degrés divers, sont capables d'enclencher une réponse d'immunité innée, et donc, contrairement peut-être à l'idée reçue que l'on peut avoir, l'immunité n'est pas uniquement le fait des cellules spécialisées dans les réponses immunitaires que sont les globules blancs. Et enfin, c'est une immunité qui est consubstantielle du monde du vivant, qui est présente en tous les cas chez tous les eucaryotes, et on peut retrouver d'autres traces chez les prokaryotes, et qui a été conservée en se diversifiant, en se complexifiant tout au long de l'évolution. Donc ce sont les caractéristiques principales de ce système. Si on veut résumer les choses, après on va évidemment aller dans les détails, on peut les résumer en disant à la fois il y a cette fonction ubiquitaire de reconnaissance de molécules provenant de micro-organismes à travers des récepteurs, dont vous avez 4 familles schématisées sur cette diapo, et on va y revenir dans plus de détails. Les entre guillemets à droite TLR, qui sont représentés donc par ces espèces de petits boudins rouges avec les boules bleues, qui sont soit à la surface des cellules, soit dans des compartiments intracellulaires, on va y revenir. Les NLR, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est, qui sont dans le cytosol, dans le cytoplasme, les CLR à la surface, les RLR, et il y a une famille qui manque, qui sont aussi dans le cytosol. Donc des familles de récepteurs qui reconnaissent des molécules microbiennes. On verra qu'ils induisent des signaux. Mais une autre notion très importante de l'immunité innée, qui elle est spécifique aux cellules que sont les globules blancs, aux cellules phagocytaires, et on en dira un mot à la fin du cours, s'il y a le temps, c'est le fait que donc, certaines cellules spécialisées, les polynucléaires neutrophiles, et les cellules de la lignée monocytaire, les macrophages, sont douées de la capacité de phagocytose, c'est-à-dire, comme c'est montré à travers cette photo de microscopie électronique,
la capacité d'une cellule, ici c'est un polynucléaire neutrophile, de phagocyter des bactéries, en l'occurrence ici des bactéries qui sont une bactérie qui est en train de se diviser. Et vous avez une image schématique ici donc de la formation en fait, de ce qui va être ensuite un phagosome qui va contenir la bactérie, qui est ici. Et une fois phagocytés, ces polynucléaires ou ces macrophages sont équipés d'enzymes et de systèmes enzymatiques qui leur permettent de produire toute une série de substances toxiques pour les bactéries ou les champignons, dont l'eau oxygénée, dont l'eau de Javel, exactement l'eau de Javel, qui est produite dans ces phagolysosomes et qui vont permettre de détruire les bactéries. Donc c'est aussi une propriété de l'immunité innée, mais qui est très différente. Enfin, très différente. Les deux sont liés. Celle-ci peut induire celle-là, mais ceci est absolument non spécifique et présent de façon variable, mais au niveau de toutes nos cellules, tandis que cette propriété de phagocidose et de bactéricidie, de microbicidie, est propre uniquement aux cellules phagocytaires, polynucléaires neutrophiles et macrophages en première approximation. Alors entrons un peu dans les détails maintenant, et en parlant tout d'abord de quelles molécules sont reconnues par ces récepteurs que l'on a vus ici, à la surface des cellules ou à l'intérieur des cellules, et qui enclenchent très rapidement, en cas de contact moléculaire, ces réponses de l'immunité innée. Donc ils reconnaissent qu'en anglais on appelle des PAMP, Pathogen Associated Molecular Pattern, donc en fait donc des profils moléculaires, qui ne sont pas des antigènes très précis définis par des séquences d'acides aminés, comme le sont les antigènes reconnus par les récepteurs des lymphocytes T pour l'antigène ou des lymphocytes B pour l'antigène, dont on a parlé dans les cours précédents, mais des patterns moléculaires. Ce terme a été proposé par quelqu'un qui a été un grand initiateur conceptuel et expérimental de la renaissance de l'immunité innée il y a une quinzaine d'années, qui est Charles Janeway, et qui est ce terme PAMP qui est utilisé maintenant couramment, c'est pourquoi je le cite. Donc ce sont des structures conservées, vous allez voir en quoi ça consiste dans un instant, qui sont présentes au sein des grandes classes de micro-organismes, différents types de bactéries, différents types de champignons, mais aussi des virus, et qui sont reconnus par un nombre limité de récepteurs, mais récepteurs qui ne sont pas exprimés de façon clonale, comme le sont les récepteurs T pour l'antigène ou les récepteurs B pour l'antigène. Autrement dit, n'importe quelle cellule a plusieurs types de ces récepteurs qui sont là, des TLR, des NLR, des CLR, des RLR, etc., et sans aucune espèce de distribution clonale. Donc c'est un système de reconnaissance tout à fait différent. Une notion intéressante, même si elle est un tout petit peu discutable, mais je pense qu'elle est globalement juste, c'est que ces motifs moléculaires issus de bactéries, de champignons et de virus qui sont reconnus par ces récepteurs sont absolument essentiels dans la structure des bactéries ou des virus, en tous les cas des bactéries, de telle manière que s'il y avait évidemment dans un système de contre-sélection, une bactérie en mutant pourrait échapper à ces récepteurs, mais si elle mute trop, elle modifie trop ces séquences, ça modifie la structure de la bactérie et qui rend incompatible avec la vie de la bactérie. Donc c'est un système relativement robuste, même s'il est loin d'être parfait. Et une troisième notion, qui n'est pas tout à fait exacte, mais qui en première approximation l'est, c'est que donc ces profils moléculaires qui sont reconnus par ces récepteurs ne sont pas présents chez l'hôte. Sinon, on aurait une situation de ce que j'ai appelé, dans le jargon, des auto-PAMP. Nous reconnaîtrions nos propres constituants, et donc on aurait une réponse auto-immune de nature innée, ce qui, en principe, n'existe pas. La situation n'est pas tout à fait juste, parce qu'en fait, nos acides nucléiques, les ARN et les ADN, s'ils sont en quantité suffisante et au mauvais endroit, dans le cytoplasme des cellules, sont susceptibles d'être reconnus, même s'ils sont moins bien reconnus que les acides nucléiques issus de micro-organismes. Donc c'est une notion relative, mais qui est quand même globalement juste. Alors ces PAMP, qu'est-ce que c'est? Voici quelques exemples, ce n'est pas une vision exhaustive. Vous avez ici la structure du mur, de la paroi d'une bactérie dite gram-négative. Vous savez qu'on classe les bactéries selon une vieille classification en bactéries gram-négatives et gram-positives. Et les bactéries gram-négatives, par exemple, sont beaucoup des bactéries pathogènes ou non pathogènes qui sont présentes dans l'intestin, les salmonelles ou bien d'autres, Escherichia coli, etc. Donc elles ont toute une série de constituants à l'extérieur de la membrane plasmique. Vous voyez des peptidoglycans, des lipoprotéines et des lipopolysaccharides. Donc par exemple, lipopolysaccharides, comme son nom l'indique, sont des structures complexes qui associent des structures lipidiques avec des structures sucrées. Et par exemple, les lipopolysaccharides, la plupart des lipopolysaccharides bactériens sont susceptibles d'être reconnus par certains récepteurs d'immunité innée, de la famille TLR, on verra ça tout à l'heure. Les peptidoglycans, donc, qui sont des structures qui sont composées de sucre et de peptides, donc protéiques, donc des complexes qui s'associent de façon assez rigide, sont également susceptibles d'être reconnus par d'autres types de récepteurs. Si on prend maintenant les bactéries gram-positives, à nouveau, il y a des peptidoglycans
avec une structure naturellement différente, mais qui sont susceptibles d'être reconnus par certains récepteurs, et ainsi de suite. Donc ce sont ces motifs moléculaires, notamment de la paroi des micro-organismes infectieux, qui peuvent déclencher une réponse immune, mais il y en a d'autres que cela. Il y a par exemple, certaines bactéries ont des espèces de cils, des filaments qui les aident à se mouvoir, avec une protéine qui s'appelle la flagelline. Cette flagelline peut être reconnue par certains types de récepteurs de l'immunité innée, ou encore, bien sûr, on y reviendra, les acides nucléiques. Il existe globalement, une fois qu'on a parlé brièvement des molécules reconnues par ces récepteurs, 5 classes de récepteurs dans le domaine de l'immunité innée, qu'on va passer en revue les uns après les autres en discutant de leur structure, de qu'est-ce qu'ils reconnaissent, de leur fonction, qu'est-ce qu'ils induisent comme signaux, et un certain nombre d'autres notions en termes d'immunité anti-infectieuse. Les premiers, ceux qui ont été décrits les premiers, il n'y a pas si longtemps que ça, ces familles sont connues depuis peu de temps, sont les protéines de la famille Toll-like récepteurs, en abréviation TLR, qui ont tout d'abord été identifiées chez la drosophile, puisque je répète que ce sont des systèmes moléculaires partagés depuis longtemps au cours de l'évolution, et que tous les eucaryotes expriment ce type de récepteurs. Et on a dans la terminologie, pour que ces termes soient connus si vous souhaitez aller plus loin dans des lectures, la terminologie de ces récepteurs, on les appelle des Pattern Recognition Receptors en anglais, PRR. Ça veut simplement dire qu'ils reconnaissent les fameux motifs moléculaires dont je viens de vous parler. Ils reconnaissent les PAMP. Les PRR reconnaissent les PAMP. On parlait dans un horrible jargon. Et donc ces familles de récepteurs, la première, Toll-like récepteur, vous allez voir qu'il y en a toute une série qui fonctionnent sous forme de dimères, en s'associant, en formant en général des hétérodimères, quelquefois des homodimères, la plupart à la surface de la cellule, pour certains, soit à la surface de la cellule, soit dans des endosomes, dans des compartiments intracellulaires, et d'autres uniquement dans des compartiments intracellulaires. Et vous allez voir qu'ils reconnaissent un très grand nombre de motifs moléculaires issus du monde microbien. La deuxième famille dont on parlera ensuite, c'est la famille dite NLR. Donc NLR, ça veut dire Nucleotide Binding Domain Leucine Repeat Contain, récepteurs. Je suis désolé pour cette terminologie épouvantable, mais c'est leur nom. Ces récepteurs sont dans le cytosol, donc au sein des cellules, dans le cytoplasme, et on verra tout à l'heure qu'est-ce qu'ils sont capables de reconnaître et quelles peuvent être leurs fonctions. Troisième type, les C-type lectine récepteurs. Les récepteurs de type lectine reconnaissent des sucres, et vous allez voir qu'ils reconnaissent donc des sucres, en l'occurrence surtout de champignons, enfin pour ce qu'on en connaît aujourd'hui, et ont probablement un rôle assez important dans l'immunité contre les champignons. Ils sont exprimés à la surface des cellules. Quatrième type de récepteur, à nouveau avec des noms terribles, RNA hélicase RIG1, pas RIG1, excusez-moi, il y a une petite erreur là sur ma diapositive, RIG-I, grand I, RIG-I-like récepteur. Ce sont des récepteurs qui ressemblent à des hélicases, donc des enzymes qui sont capables de débobiner la structure de l'ADN ou de l'ARN. Ils sont situés dans le cytosol, ils reconnaissent de l'ARN. Qui dit ARN dit virus ARN, donc ce sont des récepteurs susceptibles d'être dont l'induction de signaux d'activation de l'immunité innée sont déclenchés par des virus à ARN. Et il y a la même chose pour les virus à ADN ou pour l'ADN en général, avec la cinquième famille ALR, qui sont également situés dans le cytosol. On va les passer en revue en discutant un certain nombre de propriétés de ces récepteurs. TLR, donc je vous ai dit déjà que ces TLR, l'histoire commence chez la drosophile, et selon un principe que je montre tout de suite, qui est commun donc, au cours de l'évolution, mais qui est partagé avec les autres récepteurs de l'immunité innée. Mon espèce d'ellipse rouge est censée schématiser le PAMP, le produit microbien, dont je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure, les lipopolysaccharides, les peptidoglycans et quelques autres, qui se fixent sur un récepteur qui est ici situé à la surface de la cellule. Vous avez la membrane plasmique et en dessous l'intérieur de la cellule, avec un récepteur et qui a des protéines associées, et qui, chez les mammifères, se dimérise en fait. Et ce récepteur, une fois qu'il a reconnu son ligand, entraîne une série de signaux, on va y revenir tout à l'heure, qui permettent de transmettre un message schématiquement jusqu'au noyau, en bas en marron, où le message principal, pas unique, va être l'induction de la transcription d'une série de gènes qui sont impliqués dans la production de protéines importantes pour les réponses inflammatoires, comme le sont par exemple certaines interleukines, l'interleukine 1, on en reparlera, ou les interférons qui jouent un rôle important dans l'immunité contre les virus. Le point intéressant, c'est que, je l'ai déjà dit, c'est que cette affaire a débuté et dans l'histoire de la recherche et dans l'évolution très tôt chez les eucaryotes, et dans l'histoire de la recherche
chez la drosophile, où il a été mis en évidence en fait cette famille de récepteurs TOL, qui était décrit d'abord dans un contexte biologique qui n'a rien à voir avec la réponse immune, mais l'équipe de Bruno Lemaître et Jules Hoffman à Strasbourg ont montré que ces récepteurs, donc exprimés à la surface de certaines cellules de la mouche drosophile, étaient impliqués dans la reconnaissance de produits microbiens, bactériens ou fongiques, et déclenchaient exactement, selon le même principe, une voie de signalisation qui aboutit à l'induction au niveau nucléaire de l'expression d'ARN messager qui code pour une série de protéines pro-inflammatoires. Donc c'est exactement le même modèle qui est partagé, donc conservé dans l'évolution de la drosophile à l'homme, au mammifère. Il s'est considérablement complexifié, mais le principe est le même. Récepteur, encore je me répète, pour des motifs microbiens, signalisation intracellulaire, induction rapide de la transcription de gènes qui codent pour des protéines pro-inflammatoires, donc anti-infectieuses. Les effets de l'absence de ces systèmes sont dramatiques. C'est comme ça que l'équipe de Hoffman-Lemaître a montré que ce système était important. C'est pris cette photo spectaculaire de microscopie électronique d'une mouche qui est, comme vous pouvez le voir, envahie par des filaments d'Aspergillus. Incidemment, l'Aspergillus fumigatus, c'est un champignon qui est extrêmement pathogène chez l'homme, chez les individus qui sont immunodéficients. Donc cette image, aussi dramatique qu'elle soit pour la mouche, est pertinente également de l'immunologie humaine. Donc c'est un mutant, comme vous pouvez le voir ici, un mutant de TOL, donc de cette molécule-là, bleu pâle, là. Si donc une mouche dont on a muté le gène qui code pour cette protéine est une mouche qui, si elle est infectée expérimentalement par Aspergillus fumigatus, succombe avec, vous voyez, elle est complètement envahie par des filaments mycéliens, donc de champignons, et la mouche meurt. Donc là, ceci démontre de façon évidemment très dramatique, mais très forte, le fait que ce système est important ici pour la mouche dans l'immunité anti-Aspergillus, donc un champignon, mais on pourrait le montrer de la même manière à l'égard de certaines bactéries. Et toutes ces protéines qui sont celles de reconnaissance des motifs microbiens ou fongiques ici, ou de signalisation qui sont là, cactus, IKB, dorsal NF-κB, sont des molécules clés qui sont ici et qui sont nécessaires à la signalisation qui permet physiologiquement à la mouche de ne pas succomber si elle est infectée par ce champignon. Donc c'est évidemment une information absolument clé sur un vecteur de l'immunité innée chez les eucaryotes. Alors chez nous, chez les mammifères en général, ce système s'est diversifié. Vous allez voir, sur les deux diapositives qui viennent, celle-ci et la suivante, vous allez voir l'image globale de l'ensemble des récepteurs de type TLR. Vous avez inscrit à chaque fois au-dessus des TLR 1, 2, 6, 5, 4, etc. Donc vous voyez ici, c'est un hétérodimère, TLR1, TLR2. Ici, c'est TLR6 qui peut être associé avec TLR2. TLR5 est un homodimère, TLR4 un homodimère. Donc vous avez inscrit au-dessus le type de motif moléculaire microbien qu'ils peuvent reconnaître. Donc on ne va pas les passer tous en revue, et naturellement, ceci est tout à fait accessible dans beaucoup d'ouvrages scientifiques. L'hétérodimère TLR1, TLR2 qui se forme lorsqu'il reconnaît donc des structures microbiennes qu'on appelle des lipopeptides triacylés. Ceux-là reconnaissent des lipopeptides diacylés, donc qui sont dans la paroi des bactéries gram-négatives que je vous ai montré tout à l'heure, ou gram-positives pour certains. Je vous ai parlé tout à l'heure de lipopolysaccharides. Je vous ai montré l'image de leur structure sur la paroi d'une bactérie gram-négative. Ces lipopolysaccharides qui sont notamment produits en quantité dans des situations de septicémie, donc d'infection invasive d'un organisme vivant et passage de bactéries dans le sang, sont reconnus par ce récepteur de type TLR4. Donc ces récepteurs ont une série d'éléments répétés riches en leucine, on va voir la configuration tridimensionnelle dans un instant, sur lesquels se fixent ces différents motifs microbiens. Et lorsque cette interaction se fait, donc encore une fois, il y a dimérisation des récepteurs. Donc vous voyez que ceux-ci sont tous à la surface de la cellule. On verra ensuite ceux qui ne sont pas à la surface de la cellule. Et ils vont recruter des protéines qui sont dans le cytoplasme, qui sont des adaptateurs, de telle manière pour qu'un message soit transmis, il faut évidemment une chaîne d'événements moléculaires. Donc il y a des adaptateurs qui ont des noms comme MAL pour l'un d'entre eux, et un qui est très important qui s'appelle MYD88. Vous voyez que ce système MAL MYD88 est partagé par ces trois récepteurs, mais également par celui-là. Mais avec celui-là, il a une autre voie de signalisation possible. Le point commun de ces adaptateurs, c'est ensuite de recruter des enzymes que l'on appelle IRAC, 1, 2, 3, 4. Les principales sont 1 et 4,
IRAK, ça veut dire IL1 récepteur associated kinase, parce qu'ils ont d'abord été décrits comme étant des kinases, des enzymes qui phosphorylent sur des sérines, des acides aminés sérine et tréonine. Ils ont d'abord été décrits comme étant associés au récepteur de la cytokine IL1, mais le récepteur de la cytokine IL1 partage beaucoup d'éléments de signalisation avec ces TLR. Donc ces enzymes sont recrutées, activées, donc vont induire des événements de phosphorylation d'autres protéines, et en particulier de protéines, il manque des étapes intermédiaires ici, qui vont induire l'activation d'un complexe de facteurs de transcription que j'ai déjà évoqué à l'occasion, qu'on appelle NF-κB, qui est impliqué dans de multiples processus biologiques. Et lorsque NF-κB, après une série de modifications intermédiaires on verra peut-être sur une autre diapo, c'est un complexe de 2 protéines qui va être capable de migrer dans le noyau et il va se fixer sur des régions promotrices de gènes de telle manière qu'il induise la production des ARN messagers de cytokines dites pro-inflammatoires et qui sont impliquées dans le début d'une réponse immune. Donc c'est le schéma général pour les TLR qui sont exprimés à la surface des cellules. Et ensuite, c'est le même principe. Vous avez ici les mêmes TLR, mais ils sont en bas, donc on est dans la cellule, et l'ovale gris représente un compartiment intracellulaire qu'on appelle un endosome, dans lequel sont ségrégés un certain nombre de protéines, soit qui viennent du cytoplasme, soit qui ont été endocytées de l'extérieur de la cellule. Donc on retrouve ici des récepteurs. Il pourrait y avoir aussi TLR4, qui est prévu, il est là d'ailleurs. Il est là, j'avais oublié qu'il était sur ma diapo. TLR4 qu'on a vu à la membrane tout à l'heure, il peut aussi être présent dans des endosomes. Et on voit ici à côté TLR3, homodimère TLR3, homodimère TLR9, hétérodimère TLR7, TLR8. Même principe, ils sont ancrés dans la membrane de l'endosome, mais par contre, vous voyez qu'ils ont des ligands différents. Pas le TLR4, naturellement, les mêmes ligands dont on a déjà parlé, mais 3, 7, 8, 9 sont impliqués dans la reconnaissance d'acides nucléiques. 7, 8, il reconnaît des ARN SS, ça veut dire simple brun. TLR9 reconnaît de l'ADN et TLR8 de l'ARN double brun. On fait ceci donc un système très puissant d'activation par des virus. Vous savez qu'il y a des virus à ARN, des virus à ADN, à simple brun, double brun. Donc cela permet de couvrir la gamme des virus. Si une cellule est infectée par un virus, ces systèmes vont être mis en jeu et vont induire, même principe, le recrutement d'adaptateurs, soit MYD88 et MAL, activation d'NF-κB, soit un autre système qui est propre à TLR3, qui passe à un autre type de protéine qui s'appelle TRIF, qui active une autre protéine qui s'appelle IRF3 et qui a une fonction un peu différente, mais pertinente pour l'immunité antivirale, qui est l'induction de la production, par la transcription des gènes, d'interférons dits de type 1, c'est interférons alpha et bêta, qui ont une action antivirale très puissante à travers toute une série de cascades d'événements secondaires dont on ne parlera pas aujourd'hui. Donc vous voyez qu'un système, un principe commun, reconnaissance de profils moléculaires issus des microbes, le recrutement d'adaptateurs, activation au niveau du noyau, la transcription de gènes, est partagé par beaucoup de nos cellules et permettent de reconnaître un très grand nombre de micro-organismes bactériens, fongiques et viraux. Si on regarde un peu plus en détail, vous avez ici une reconstitution tridimensionnelle de l'interaction entre la molécule ou le fragment de molécules microbiennes et les récepteurs. Donc vous avez 3 situations, 3 exemples. En haut à gauche, vous avez ici l'hétérodimère pour la partie extracellulaire qui forme ces espèces de croissants TLR1, TLR2 et qui reconnaît un certain type donc, de lipopeptide qui s'appelle PAM3CS4, mais il se fixe, on sait exactement les sites d'interaction. Ceci a été complètement analysé aujourd'hui en termes de biologie structurale. Vous avez ici l'image de TLR4 qui reconnaît les lipopolysaccharides dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut une autre molécule qui vient s'associer, qui s'appelle MD2, peu importe, mais on connaît encore une fois très très précisément comment s'agence l'interaction moléculaire et comment elle, en modifiant donc la formation en induisant la formation des dimères et en induisant une modification de configuration structurale, induit les signaux d'activation. Et vous avez ici l'exemple de TLR3, donc qui reconnaît de l'ARN double brun de virus, et vous voyez la double hélice ici de l'acide nucléique qui interagit avec TLR3. Et globalement, ces molécules TLR ont toutes à peu près la même forme, mais naturellement, les spécificités d'interaction sont distinctes. Un peu plus de détails sur les voies de signalisation, sans être trop encombrant sur ces affaires, mais à nouveau, ceci montre, il y a un seul exemple ici qui est TLR4, mais encore une fois, ce système est partagé
avec les autres TLR, surtout sur cette voie qui est ici. Recrutement via une molécule qui s'appelle TIRAP-MAL de MYD88, recrutement des kinases, je répète ce que je vous ai dit, IRAK1, IRAK4. Là, vous avez un peu plus des étapes intermédiaires qui permettent, in fine, l'activation de la voie NF-κB, qui est ici, et vous avez les protéines NF-κB dont on retire un inhibiteur via un système enzymatique intermédiaire. Je vais vous faire grâce des 7-8 protéines qui sont entre les deux, mais permettent à un complexe NF-κB dont il y a plusieurs types de pénétrer dans le noyau et d'induire donc l'expression de gènes, encore une fois, je me répète, de cytokines pro-inflammatoires ou d'interférons. Ce n'est pas la seule voie d'activation, les choses sont un peu plus compliquées, c'est pour ça que je l'ai indiqué ici. À côté de cette voie qui induit l'activation de NF-κB, on retrouve l'activation de kinases, une qui s'appelle Jun kinase, l'autre qui s'appelle P38 MAP kinase, qui, elles, activent d'autres facteurs de transcription et viennent compléter la batterie des éléments inductrices de la transcription de gènes pro-inflammatoires. Et du côté de l'activation plus spécifiquement de l'interféron via IRF3, il y a aussi des éléments protéiques intermédiaires qui n'étaient pas mentionnés tout à l'heure, comme le complexe IKK epsilon TBK1. Le message ici, c'est qu'on a à peu près aujourd'hui débominé les molécules, en tous les cas activatrices. Il y a à côté de ça des molécules qui régulent, donc qui tempèrent la force du signal, mais les voies activatrices et la combinaison de facteurs qui, in fine, induit la transcription de gènes pro-inflammatoires. Quelques éléments structuraux supplémentaires, on y reviendra d'ailleurs un tout petit peu plus loin, c'est que si je reviens en arrière ici, MYD88 est ici, donc tel qu'il est présenté là, on imagine une interaction moléculaire linéaire, recrutement d'un MYD88 par TIRAP ou par le récepteur de l'IL1, je vous ai parlé un mot tout à l'heure, puis recrutement des kinases. Les choses sont un peu plus compliquées. En fait, la stoichiométrie, donc le nombre de molécules associées, pour avoir un résultat être efficace en termes de transduction, comprend, ceci est aujourd'hui parfaitement déterminé, 6 molécules MYD88 et qui s'associent à travers une région très précise de la molécule qui s'appelle un domaine de mort, même si ce qui est un peu faussement nommé dans le cas précis, mais parce qu'ils partagent des analogies avec des récepteurs inducteurs de mort cellulaire. Mais 6 molécules MYD88 s'associent avec 4 molécules IRAK4 et 4 molécules IRAK2 ou 1. Donc un complexe de 14 molécules qui est actif et qui, si on revient à la diapo précédente, va agir sur phosphoryler une molécule qui s'appelle TRAF6, qui est un autre adaptateur très important dans la cascade des événements secondaires. Donc on connaît vraiment bien l'organisation de cette signalisation induite, celle-ci, par tous les récepteurs de type TLR, sauf TLR3, qui, encore une fois, est celui qui passe par TLR3, il n'est pas là, mais TLR3, il passe par cette voie-là, TRIF. OK. Quelle est l'importance de ces TLR? Est-ce que, j'ai dit que chez la drosophile, si TOL n'est pas présent, il y a une susceptibilité très importante à l'égard de certains micro-organismes, et je vous ai montré l'image d'une infection qui n'est pas naturelle, donc on peut en critiquer un tout petit peu l'aspect, mais aussi la signification, mais d'une infection expérimentale par Aspergillus. Quid chez l'homme? Est-ce que ces molécules sont redondantes? Est-ce qu'on peut vivre si on a des mutations de telle ou telle de ces molécules? Est-ce que chacune d'entre elles est absolument indispensable à l'immunité anti-infectieuse? La réponse est assez étonnante. C'est qu'en fait, la plupart sont probablement redondantes, fondées sur des arguments que j'évoquerai ensuite, mais certaines sont absolument clés. Alors, celles qui sont clés sont certains types de transmetteurs de l'activation. J'ai parlé de MYD88 juste à l'instant, ou de la kinase IRAK4. On connaît un petit nombre d'individus humains, là je parle de situations humaines, qui ont des mutations entraînant la perte de la fonction de ces protéines. Ce sont des mutations récessives, donc les deux allèles sont mutés, et pour ces mutations-là, qui font qu'un enfant naît et n'a par exemple pas du tout d'expression et donc de fonction de la protéine MYD88, ou idem pour IRAK4. Ceci est un travail qui a été mené par mon collègue Jean-Laurent Casanova, qui est aujourd'hui surtout aux États-Unis, mais travaille encore un peu en France, et qui a montré que donc, les rares individus qui ont des mutations récessives de l'un ou l'autre de ces gènes ont en fait une susceptibilité infectieuse très particulière, qui sont la survie d'une infection invasive. Invasive, ça veut dire que les bactéries pénètrent à l'intérieur du corps, ce n'est pas juste à la surface. Donc ça provoque des septicémies, des infections des articulations, des poumons, des viscères, le foie, etc. etc. Mais pas n'importe quel germe, essentiellement à deux types de bactéries. Ce n'est pas tout à fait strictement ces deux-là, mais en fréquence, c'est de loin ces deux-là. Streptocoque pneumoniae, qui est le pneumocoque dans le langage commun,
un germe qui donne habituellement des infections ORL, donc de la sphère otorhino-laryngologique et pulmonaire, et Staphylococcus aureus, que tout le monde connaît, c'est le staphylocoque doré, qui donne des infections cutanées. Donc les personnes qui ont ces mutations, les quelques individus, ils sont très rares, peuvent mourir. Beaucoup d'entre eux sont morts d'une infection suraiguë avec une invasion du corps par soit Streptocoque pneumoniae, soit Staphylocoque doré. Et ceci survient pendant la petite enfance, c'est-à-dire en gros les 5-6 premières années de vie. Donc ceci nous montre par défaut, mais de façon dramatique, que ces protéines sont extrêmement importantes. Donc cette voie de signalisation sous les TLR, la plupart des TLR, est indispensable, mais pas à toute l'immunité contre toutes les bactéries, tous les virus, etc. De façon, ça c'est la surprise, de façon très sélective à l'égard d'un petit nombre de bactéries. Ce qui veut dire, par déduction logique, mais c'est presque une tautologie, que si ces adaptateurs qui transmettent les signaux d'activation des toll-like récepteurs sont cruciaux, vitaux au sens propre pour l'immunité contre pneumocoque et staphylocoque doré, ces adaptateurs ont une fonction qui est redondante, donc c'est-à-dire qu'on peut vivre sans l'expression de ces protéines en termes d'immunité à l'égard de toute une autre série d'autres micro-organismes. Ce qui évidemment pose immédiatement la question de savoir qu'est-ce qui explique cette différence, et la réponse aujourd'hui c'est qu'on ne sait pas. Et c'est donc en soi un sujet de recherche tout à fait intéressant. Il y a une autre notion clinique qui est très intéressante dans cette affaire, c'est ce qui est écrit juste en dessous, c'est infection invasive à pneumoniae et aureus, staphylocoque aureus, pendant la petite enfance. Je vous ai dit que ces infections mortelles éventuellement survenaient pendant les premières années de vie. Si un individu qui a des mutations, mettons de MYD88, a eu la chance, entre guillemets, de survivre aux premières années de vie, à une infection, mettons, à pneumocoque et à staphylocoque, ensuite, passé 7-8 ans, cet individu devient un individu pratiquement, entre guillemets, normal à l'égard de l'immunité anti-infectieuse. Ça veut dire qu'il est capable de contrôler, comme vous et moi, espérons pour nous, une nouvelle infection par un pneumocoque ou par un staphylocoque aureus. Donc cela induit une notion supplémentaire qui complexifie un tout petit peu l'analyse de l'immunité anti-infectieuse. Évidemment, il y a certains effecteurs très importants. On en a deux exemples ici dans l'immunité innée et spécifiquement dans la signalisation via les TLR. Mais ils sont très importants pour certaines bactéries, mais j'y ajoute une notion temporelle, c'est que cela n'est juste que pendant quelques années de la vie, et qu'ensuite se met en place, à l'évidence, un mécanisme de compensation. Quel peut être ce mécanisme de compensation? On n'a pas de certitude aujourd'hui. Le plus logique, c'est de penser qu'une première infection passée, je vous renvoie à des cours précédents, s'instaure en termes d'immunité adaptative, lymphocyte T, lymphocyte B, notamment lymphocyte B, production d'anticorps, une mémoire, et que donc lors d'une nouvelle infection, ces enfants, malgré leur déficit en MYD88 ou en IRA4, vont être capables de produire des anticorps rapidement et suffisamment pour neutraliser les bactéries avant qu'elles provoquent une infection invasive. Donc c'est une notion en soi intéressante. Autre exemple qui est peut-être encore plus spectaculaire, par la spécificité de la vulnérabilité infectieuse provoquée par des mutations génétiques, qui sont les mutations de gènes qui sont dans la même voie qui est la voie de TLR3. Donc je vous rappelle, on va y revenir. Il est là, TLR3. TLR3 est ici, donc dans des endosomes, reconnaît des ARN double moins. Okay, c'est exprimé de façon très ubiquitaire. Il se trouve qu'il y a, encore une fois, en tout petit nombre, des individus qui ont des mutations de TLR3, donc qui n'expriment pas normalement TLR3, ou bien qui ont des mutations pour des gènes qui codent pour des protéines qui sont dans la voie de signalisation sous TLR3, ce qui revient au même, parce que la voie TLR3 est bloquée, schématiquement. Donc qu'est-ce qui se passe chez ces individus? Pardon, je suis allé trop vite. Eh bien, ces individus ont une susceptibilité infectieuse extrêmement limitée, qui est le risque de développer, ce n'est pas négligeable parce que cela peut être très sévère malheureusement, encore une fois dans la petite enfance, en règle, une encéphalite à virus herpétique, le virus herpès simplex, donc vous savez, qui donne les entre guillemets boutons de fièvre ou des infections cutanées ou muqueuses, mais qui est habituellement absolument bénin, donne quelquefois chez les jeunes enfants des encéphalites dramatiques qui peuvent être mortelles ou presque pire, laisser des séquelles graves par destruction massive de neurones. Et le groupe de Jean-Laurent Casanova a montré que parmi les enfants qui ont développé de telles encéphalites, eh bien certains d'entre eux, au moins, peut-être tous, mais certains d'entre eux l'ont développé non pas par hasard, évidemment il faut qu'ils aient rencontré le virus de l'herpès, il est courant dans la population générale, mais qu'ils ont une susceptibilité génétique
Et cette susceptibilité génétique est liée à des mutations, soit de TLR3, soit de protéines associées à TLR3, qui s'appellent UNC93B, peu importe, soit dans les molécules de signalisation sous TLR3, TRIF et TRAF3. Alors, ce qui est relativement surprenant dans cette affaire, si on revient encore en arrière un instant, oui, je n'ai pas tout à fait l'image ici, mais ce qui est un peu surprenant, c'est que cela montre que, en fait, parmi l'ensemble des récepteurs qui sont impliqués dans l'immunité innée antivirale, le seul apparemment qui a une fonction, probablement le seul qui a une fonction non redondante, c'est TLR3. C'est une première observation surprenante. Pourquoi? On ne sait pas. Deuxièmement, ce n'est pas une susceptibilité à tous les virus, c'est une susceptibilité réduite au virus de herpès simplex. Et troisièmement, c'est une susceptibilité réduite au virus de herpès simplex au niveau du cerveau. Parce que ces enfants, ces patients, ne développent pas des infections disséminées par le virus herpès simplex. Donc, ce qui veut dire que TLR3 est la voie de signalisation sous TLR3, induite par TLR3, est impliquée de façon absolument essentielle dans une immunité qui est locale, ce n'est pas n'importe quel endroit, le système nerveux central, et qui nous protège contre le virus herpès simplex. On sait même aujourd'hui, par des expériences complémentaires, parmi les différents types de cellules présents dans le cerveau, entre les neurones, les astrocytes, les oligodendrocytes, quelles sont les cellules dans lesquelles TLR3 est important. Donc on découvre de telle manière, et je pense que le travail est loin d'être terminé, petit à petit, on peut débrouiller à travers des observations exceptionnelles chez l'homme, qu'on ne peut pas forcément reproduire chez l'animal parce que les systèmes ne sont pas forcément les mêmes, et d'autre part, une infection expérimentale n'est pas l'équivalent d'une infection naturelle. Mais on découvre donc des systèmes très sophistiqués, très spécialisés d'immunité anti-infectieuse, tissus dépendants et temps dépendants. Là, je refais référence, je reviens en arrière, à ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant le pneumocoque et Staphylococcus aureus. A contrario, il y a probablement certaines de ces molécules sont nettement moins importantes, et la génétique et l'étude des populations humaines dans l'évolution en étudiant la diversité des populations montrent que certaines molécules sont probablement, en tous les cas, n'ont plus une grande importance dans disons, les quelques milliers d'années passées. La molécule TLR5, qui est un récepteur pour la flagelline, donc les cils de certaines bactéries, n'est pas présent, en tous les cas n'est pas fonctionnel, chez 10% de la population européenne, 23%, donc un quart de la population africaine. Donc, entre guillemets, ce gène a été perdu. En tous les cas, il est muté de telle manière qu'il ne fonctionne plus. Et ceci n'a aucune espèce de conséquence. Donc, c'est ce qui montre qu'il est totalement redondant. Et ce n'est pas sous l'effet de phénomène de sélection, c'est sous l'effet d'évolution de ce qu'on appelle le genetic drift, donc d'évolution du génome, disons, au hasard. Et puis, on peut aller encore plus loin dans ce type d'analyse. C'est autour de la variabilité génétique ici des TLR, mais on peut se poser la question pour d'autres récepteurs, mais on discute pour l'instant des toll-like récepteurs. Est-ce qu'on peut se regarder en séquençant ces gènes dans les différentes populations humaines, donc dont on peut reconstituer à peu près l'histoire, comme vous savez, et la géographie, est-ce qu'on trouve une grande variabilité génétique qui suggère que l'évolution tolère des mutations de ces gènes, si elles changent la séquence des acides aminés, ou bien si ces mutations ne sont pas tolérées, et si elles ne sont pas tolérées au cours de l'évolution, ça veut dire que ces gènes, ou plus exactement le produit de ces gènes, ont un rôle absolument majeur dans l'immunité anti-infectieuse. Évidemment, au cours du temps, l'interaction des êtres humains avec les microbes change en fonction de leur environnement, mais cela nous donne une indication de la coévolution microbes et espèces humaines, et spécifiquement ici donc pour les toll-like récepteurs. Si on fait ce travail, il a été fait en particulier, il continue d'être fait par un chercheur remarquable qui est à l'Institut Pasteur, qui s'appelle Luis Quintana Murci, et cette diapositive schématise un très grand nombre de travaux, que je vais essayer de vous expliquer dans une seconde. On retrouve ici nos fameux TLR, vous avez qui sont en couleur rouge, bleu, gris, je vais vous expliquer dans une seconde. Donc on a ici, moi ici je n'arrive pas à lire, mais ça doit être 1 et 2, TLR 1 et 2, 2 et 6, 5, on a vu déjà tout ce que celui-là n'était pas très important, puisqu'il manque chez beaucoup de gens. Là, on a les TLR qui sont situés dans des endosomes, TLR 7, TLR 8, TLR 9, etc., etc. Donc vous voyez qu'ils sont classés en trois rubriques de couleurs, rouge, bleu, gris. Qu'est-ce que ça signifie? Rouge, il y a marqué sélection, purifying selection, ça veut dire que l'évolution ne tolère pas de mutation. Comment on peut dire cela? C'est-à-dire qu'on compare la fréquence des mutations des nucléotides dans une séquence codante d'un gène
des nucléotides dont les variations n'ont pas de conséquences sur la séquence protéique. Vous savez je pense que vous savez qu'il y a une redondance du code génétique. Donc il y a pour qu'il y ait traduction d'un acide aminé, il y a plusieurs triplets d'ADN qui peuvent le faire. Donc une mutation peut transformer le triplet numéro 1 en triplet numéro 2, mais le triplet numéro 2 code pour le même acide aminé que 1. Donc c'est une mutation neutre qui n'a pas de conséquences en première approximation. A l'inverse, il y a d'autres mutations vont faire qu'une mutation va provoquer un changement d'acide aminé ou carrément l'arrêt de la synthèse de la protéine. Donc les conséquences sur la fonction de la protéine sont absolument majeures. Donc on peut comparer pour un gène donné la fréquence des mutations dans les situations neutres qui ne modifient pas la séquence d'acide aminé versus la fréquence des mutations qui changent la séquence. Okay. Si la fréquence, il y a autant de mutations qui sont neutres que de mutations non neutres, ça veut dire qu'il n'y a aucune sélection. Si par contre, il y a très peu de mutations trouvées dans les différentes populations humaines, de l'Asie, l'Afrique, l'Europe, etc. S'il y a très peu de mutations qui changent la séquence d'acide aminé par rapport aux mutations qui ne modifient pas la séquence d'acide aminé, donc qui sont neutres, ça veut dire qu'il y a, entre guillemets, une purification, une sélection et donc une élimination au cours de l'évolution. Il y a eu élimination des individus qui portent ces mutations. Et qu'est-ce qui est rouge? Mais on retrouve les TLR qui reconnaissent les acides nucléiques, mais on retrouve aussi l'adaptateur MYD88, qui doit être par là, si j'arrive à lire, assez difficilement, mais ce qui corrobore incidemment l'effet délétère des mutations observées chez quelques patients, donc dans la génétique humaine médicale, corrobore la génétique évolutionniste. Les deux approches sont convergentes pour aboutir à ces résultats et qui indiquent que donc, ces récepteurs sont absolument cruciaux dans la limitation de l'importance d'infections, donc virales ici, et plus généralement bactériennes ici. Donc, ensuite, on a des situations intermédiaires en bleu, où là, il y a un peu de sélection, et puis il y a des gènes comme TLR5, dont j'ai déjà parlé, sur lesquels il n'y a aucune pression de sélection, donc dont le produit n'exerce pas une fonction cruciale. Donc l'épuration des mutations, si je peux utiliser un terme qui n'est pas très joli par ailleurs, mais en biologie on le comprend, et là où les gènes tolèrent le moins de mutations, celui qui en tolère le moins, c'est TLR3. Je vous rappelle que c'est celui dont les mutations provoquent les encéphalites herpétiques, dans quelques cas. Et puis les autres récepteurs pour les acides nucléiques, les autres TLR, les adaptateurs et ensuite d'autres récepteurs. Et d'une manière générale, on peut réfléchir selon ce schéma, mais qui a des conséquences médicales importantes, au-delà des infections. C'est que sous la pression des infections de milieu dans lequel se développait l'espèce humaine, mais on pourrait naturellement l'évoquer pour d'autres espèces animales, il peut y avoir sélection de mutations qui ont, de façon tout à fait darwinienne, qui augmentent la réponse immunitaire, donc qui rend ces individus porteurs de ces mutations, donc mutations qui augmente une fonction, plus apte à combattre tel ou tel type de micro-organisme, de résister à tel ou tel type de micro-organisme. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, et ça c'est certainement passé dans l'évolution, c'est une vision darwinienne classique de la biologie, c'est que la conséquence d'avoir certaines réponses immunitaires éventuellement plus puissantes, je parle ici d'immunité innée, c'est aussi d'être associé à une augmentation de risque dans la période contemporaine, parmi les individus vivants aujourd'hui, de risque de maladies inflammatoires et auto-immunes. Autrement dit, si on dit les choses de façon très schématique et simple, une réponse immune plus puissante est susceptible aussi de provoquer une maladie auto-immune, une maladie inflammatoire. Il y a des exemples connus. On peut montrer, par exemple, que certains allèles de TLR7 et TLR8, je vous rappelle que ce sont des récepteurs qui reconnaissent des acides nucléiques, des ARN, certains allèles qui augmentent probablement un peu la fonction de TLR7 ou TLR8, ou augmentent l'expression de la protéine, ce qui revient à peu près au même, sont associés avec une augmentation de risque de la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une maladie inflammatoire qui est provoquée par une réponse immunitaire contre le gluten, qui est un constituant important des céréales. Et donc, c'est une maladie immunopathologique. Donc, il y a plus de fréquence de cette maladie par réponse immune aberrante contre le gluten chez les individus qui ont certains allèles de TLR7 ou TLR8. Et il y a un variant d'une protéine qui est également associée au TLR, qui s'appelle SH2B3, peu importe, dont on peut montrer qu'il augmente la capacité des réponses aux peptidoglycans. Je rappelle qu'ils sont des ligands, pour certains toll-like récepteurs. Et qu'on peut dater le moment où ces variations sont apparues. C'est à peu près 1700 ans dans la population européenne. Ça, c'est l'étude de l'évolution
génétique qui permet de le dire. Et on peut s'amuser à faire une hypothèse, ça c'est de la pure spéculation, mais après tout, on peut éventuellement imaginer qu'il y ait une sélection d'un tel variant dans un contexte où on sait qu'en Europe, il y avait beaucoup de peste et que certains individus ont résisté à la peste. La peste, naturellement, est plus ancienne. Thucydide l'a déjà décrite 500 ans avant notre ère. Mais même si cet exemple-là est purement, c'est histoire d'illustrer le propos, même si ça n'a rien à voir avec la peste, il est très probable que ce variant est apparu par phénomène de sélection favorable aux populations portant cette mutation, leur permettant de résister à telle ou telle bactérie, pourquoi pas le bacille de la peste. Et à nouveau, ce même variant donc, qui est favorable à une réponse contre des bactéries qui ont des peptidoglycans, notamment les bactéries gram-positifs, est un facteur de risque d'un maladie cœliaque. Donc on a un dilemme entre l'efficacité anti-infectieuse, telle que cela est révélé par l'évolution, et l'immunopathologie aujourd'hui. On peut le schématiser ainsi, tout ce que je viens de vous raconter. Pression, sélection par les infections, dans un contexte où il n'y a pas, dans l'évolution, il n'y a pas d'antibiotiques, pas de médicaments antiviraux, donc les gens mouraient d'infections, et vous savez que c'était une cause majeure de mortalité à tous les âges de la vie, en particulièrement dans la petite enfance jusqu'à l'ère moderne. Pression de sélection, entraînant les modifications génétiques des éléments de la réponse immunitaire, notamment polymorphisme donc, de ces PRR. Donc ces PRR sont les récepteurs, comme les toll-like récepteurs dont on parle. Il peut y avoir aussi des événements d'évolution qui n'ont rien à voir avec la pression de sélection, qui sont dus au fait qu'une population donnée, à un temps donné, est en petit nombre. Donc il peut y avoir des modifications au hasard, mais qui puissent in fine modifier d'une mutation qui influence le génome, en tout cas les gènes de ces récepteurs, ou des migrations de population, peu importe. Le point le plus important, c'est celui-là. Donc la conséquence de ça, schématisé ici, c'est une meilleure résistance à tel ou tel micro-organisme. Ça a été la pression de sélection et la vision darwinienne classique des choses. Mais le prix à payer, d'une certaine façon, c'est le fait que certains types de ces modifications des réponses immunitaires par l'amélioration de l'expression d'une protéine ou l'amélioration de la fonction d'une protéine se payent d'auto-immunité, de maladies rhumatismales, etc., etc. Et c'est un sujet en soi d'étude très intéressant, je pense, de l'immunologie moderne. Je pense que j'évoquerai ces questions dans un cours, si vous le souhaitez, de revenir dans 2 ans. Pas l'année prochaine, mais dans 2 ans. On a le temps de voir. Alors ça, c'était les toll-like récepteurs, sur lesquels j'aurais le plus insisté, mais on va plus brièvement parler des autres types de récepteurs, mais avec toujours le même principe, des récepteurs pour des entités moléculaires propres aux microbes, encore une fois en première approximation, induisant des signaux, transmission de signaux et activation de réponses pro-inflammatoires, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs. Donc diversité de récepteurs qui convergent vers les mêmes récepteurs, et on va voir aussi qu'en fait, il y a une collaboration entre ces différents types de récepteurs. Les NLR, donc NLR, c'est Nucleotide Binding Domain Leucine Repeat Containing Receptor. Ils sont dans le cytoplasme, ils ne sont pas à la surface, donc ils vont être susceptibles de reconnaître des molécules issues de microbes intracellulaires. Ça ne veut pas forcément dire que le microbe soit intracellulaire, ça veut dire que le produit microbien est intracellulaire. On va y revenir tout à l'heure. Il y a des sous-familles, alors je vais vous faire grâce des sous-familles. Il y a 2 grandes familles dont je vais vous dire un mot. La famille NOD, NOD, et la famille NLRP. Ces molécules sont composées d'un certain type de domaines, donc on connaît très bien les fonctions. C'est un vrai Lego, qui sont marqués par les couleurs ici, et qui ont des capacités d'interaction entre elles ou avec d'autres protéines qui comportent le même domaine, qui leur permettent de s'associer mutuellement. On va voir ça tout à l'heure, je n'entre pas dans les détails, en tous les cas à ce stade. Donc, dans une des molécules importantes, la mieux connue, c'est peut-être pas la plus importante, mais c'est la mieux connue aujourd'hui, soyons modestes, c'est dans le cadre de cette très grande famille de molécules appelées LRP, vous voyez qu'il y en a un grand paquet. Pour la plupart d'entre elles, aujourd'hui, on ne connaît pas la fonction, pour être tout à fait clair et simple, mais il y en a une qui a été particulièrement étudiée, qui s'appelle LRP3. NLRP3 est ici, est composée de 3 domaines. Un domaine, le LRR, Leucine Rich Repeat, qui est le même type de domaine qu'on a vu tout à l'heure dans les toll-like récepteurs, qui sont probablement la région de la molécule impliquée dans la reconnaissance de produits microbiens. Un domaine NART qui permet la dimérisation, comme c'est montré ici, et un domaine PYD qui est un domaine pyrine, qui permet de s'accrocher à d'autres protéines qui ont également un domaine pyrine. Ici, une molécule qui s'appelle ASC,
donc qui est elle-même composée d'un domaine pyrine avec un domaine CARD, désolé pour cette terminologie. Le domaine CARD, c'est caspase associated and recruiting domain, permet de s'associer avec des domaines CARD d'autres protéines, et en particulier d'enzymes qu'on appelle des caspases. Et le résultat de cette activation-là, cet ensemble moléculaire, on appelle ça un inflammasome, ça déclenche l'inflammation dans le cytoplasme. On le déclenche parce qu'in fine, ce complexe moléculaire active une enzyme qui s'appelle caspase 1, qui est une protéase, et qui va cliver un précurseur d'une cytokine qui est l'interleukine 1, une des protéines pro-inflammatoires. En la clivant, en la coupant, va faire d'une molécule inactive, pro-IL1, bêta en l'occurrence, va le transformer en IL1 bêta, et cet IL1 bêta a un rôle inflammatoire très important. Donc cette cascade d'événements est déclenchée initialement par des produits microbiens et d'autres substances. On va revenir là-dessus dans un instant. Et juste, j'aime bien cette diapositive parce qu'elle est plus simple, et deuxièmement parce qu'elle apporte une autre information, c'est le fait que ces récepteurs de l'immunité innée, ces voies de l'immunité innée, en fait, travaillent en synergie. Et vous avez ici à gauche ce dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, un des récepteurs de la famille des Toll-like récepteurs, numéro 4, qui reconnaît le LPS. Et donc, je vais pas revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, MYD88, IRA4, etc., NF-kappa B, ça on a vu. La flèche verticale, on l'a vu, le schéma vertical. Mais dans le schéma vertical, parmi les gènes qui sont induits par NF-kappa B quand il arrive au noyau, c'est d'induire la synthèse de l'ARN messager qui va coder pour la protéine LRP3, donc de mon inflammasome. Donc, autrement dit, l'induction d'une voie d'immunité innée active une autre voie en induisant la synthèse des protéines correspondantes, et également de pro-IL1 bêta, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc c'est un signal qui va faire que la voie TLR active une voie NLR. Il y a un autre signal de débutylination, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a d'autres modifications intracellulaires qui sont induites par l'infection bactérienne pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure, qui vont faire qu'in fine va se former cet ensemble de 6 molécules NLRP3 associées à ASC qui vont déclencher cette action enzymatique et transformer le pro-IL1 bêta, c'est là, en IL1 bêta. Donc, il est assez probable que la voie NLRP3, aussi importante soit-elle, ne peut pas fonctionner si elle n'a pas en parallèle une activation de Toll-like récepteur. Donc le système est plus compliqué qu'on pourrait l'imaginer. Et en fait, qu'est-ce qui active cette voie NLR-NLRP3, encore une fois la mieux connue de ces multiples voies NLR? Un paquet de produits microbiens. Vous voyez ici, Candida albicans, c'est un champignon. Saccharomyces cerevisiae, c'est de la levure de bière. Donc ce n'est pas forcément un pathogène, c'est un microbe. Staphylocoque doré, listeria, influenza, des virus, toutes sortes de micro-organismes. Ça, c'est un premier type d'agent activateur. Mais ce qui n'est pas inintéressant, et je reviendrai sur cette question tout à l'heure, c'est le fait que des produits non microbiens sont également capables d'induire cette inflammation. Comme, et alors on retrouve des toxiques connus, silica, asbestos et l'amiante. Donc l'amiante, la fameuse maladie des personnes, les ouvriers qui ont travaillé avec l'amiante, ont une inflammation chronique déclenchée par l'amiante et qui, de façon très répétée, provoque l'activation de cellules du système immunitaire. Et in fine, avec transformation en processus cancéreux, ça peut être des produits cutanés. Et aussi, troisième catégorie, des agents, ça c'est des agents exogènes, l'amiante ce n'est pas un produit naturel du corps humain, mais aussi des agents endogènes qui sont libérés par des cellules qui souffrent, entre guillemets, dans une situation dite de danger, j'y reviendrai encore tout à l'heure, comme l'ATP, donc la molécule énergétique, l'adénosine triphosphate, s'il est libéré, peut provoquer ça. Même le sucre, des sels de calcium, d'autres substances de nature diverse sont susceptibles d'activer NLRP3, donc dans des contextes, comme vous voyez, de mort cellulaire, par exemple, ou de pathologie. Ici, MSU, c'est l'acide urique, la goutte, maladie célèbre des personnes dans le temps qui mangeaient beaucoup, mais encore quelques-unes aujourd'hui, qui est une maladie très douloureuse avec la cristallisation de l'acide urique au niveau d'articulation. En fait, la goutte est une maladie qui est liée à une pathologie inflammatoire provoquée par l'hyperactivation de ces systèmes LRP3. C'est l'hyperactivation de cet inflammasome qui fait produire plein d'interleukines 1, c'était la diapo d'avance, hein, voilà. Trop d'IL1 dans l'articulation provoquée par l'acide urique donne la goutte. Donc on connaît très bien aujourd'hui la physiopathologie de la goutte qui est simplement, entre guillemets, une exacerbation
pathologiques provoqués par l'acide urique, les cristaux d'acide urique, d'un processus physiologique de défense anti-infectieuse. Et ce qui est vrai pour l'acide urique est vrai pour toute une série d'autres substances. Retenez pour l'instant cette notion, sur laquelle je reviendrai, j'espère que j'en aurai le temps, qui est importante, c'est que ces réponses d'immunité innée ne sont pas forcément uniquement déclenchées par des produits microbiens, mais également par des produits endogènes libérés dans un contexte de stress, de mort cellulaire, au sens large. Donc ça, je l'ai dit. Deuxième sous-famille des NLR, les familles NOD 1, les protéines NOD 1 et NOD 2, qui sont également composées de ces séquences répétées riches en leucine, en acide aminé leucine, qui permettent de reconnaître des ligands, donc à nouveau des produits microbiens. Une séquence NBD qui permet l'oligomérisation, donc la formation de motifs où il y a plusieurs de ces molécules, et des domaines d'Icard qui interagissent avec une enzyme qui transmet les signaux. Alors à quoi ça sert ces molécules? Voilà ce qui se passe schématiquement, puis après avec des petits dessins. Des peptidoglycans bactériens, s'ils sont présents dans le cytosol, soit parce que la cellule est directement infectée par une bactérie, soit, on va le voir tout à l'heure au niveau de l'intestin, c'est parce que ces peptidoglycans peuvent être captés dans la cellule, vont être reconnus par ces domaines riches en leucine de ces deux protéines NOD 1 et NOD 2, vont entraîner l'oligomérisation de NOD 1 ou de NOD 2, pas les deux ensemble, et vont provoquer des signaux secondaires, donc toujours le même principe, transmission de signaux, et un signal un peu particulier qui s'appelle l'autophagie qui permet de séquestrer une partie de la cellule et peut-être d'éviter une dissémination d'une bactérie. Et l'autre système plus classique, recrutement d'une enzyme qui s'appelle RIP, la RIP kinase, qui va à nouveau, on retrouve des molécules dont je vous ai déjà parlé, NF-κB, activation de ce complexe de transcription qui va au niveau nucléaire induire la synthèse d'ARN messager qui code pour des protéines pro-inflammatoires comme le TNF, Tumor Necrosis Factor, l'interleukine 6 et des chémokines, donc qui vont attirer des cellules phagocytaires, ou des défensines qui ont une action directe contre des microbes. Ça peut aussi passer par une autre enzyme. Node 1 agit plutôt dans le système non hématopoïétique, donc toutes les cellules du corps, mais ce n'est pas une règle absolue. Et Node 2 est présent plutôt dans les cellules hématopoïétiques, les globules blancs schématiquement, plus l'épithélium de l'intestin. Vous voyez que ces molécules ont une expression diversifiée. Une illustration par un dessin extrait d'une revue récente de Mme Philpott, qui est une grande spécialiste de ces protéines NOD. Vous avez ici, essayons de se repérer, vous avez une cellule de l'intestin. En haut, c'est la lumière intestinale avec les microvillosités, le petit dessin là, où se fait l'absorption des nutriments. Et en bas, donc c'est le pôle basal, et en dessous, c'est la sous-muqueuse et la musculeuse, donc le reste de l'intestin. Donc, et ces cellules, elles sont liées l'une à l'autre de façon très stricte. En principe, une bactérie ou aucun produit pratiquement ne peut s'infiltrer entre deux cellules épithéliales de l'intestin. Donc, node 1 et node 2, j'ai déjà dit, node 1 en vert pâle, node 2 en vert plus foncé, sont présents, les protéines sont présentes de façon constitutive dans le cytosol de ces cellules intestinales. Et donc, ils peuvent être activés de multiples manières, soit parce qu'une bactérie arrive à pénétrer, comme ici une Shigelle dans ce schéma, une des bactéries qui peuvent donner des diarrhées extrêmement sévères. C'est une cause de mortalité infantile encore importante dans les populations démunies. Directement, la bactérie peut pénétrer et va activer par exemple node 1 via une autre protéine. Ça peut être aussi également le cas après quasi-phagocytose de la bactérie, soit encore les produits bactériens peuvent être apportés à travers des canaux, comme ici. Donc il n'y a pas de bactérie dans la cellule, la bactérie à l'extérieur, mais les produits bactériens pénètrent, activent node 1 ou node 2, ou dans des endosomes, ou encore pour d'autres bactéries qui sont capables d'injecter des protéines ou d'autres substances bactériennes à l'intérieur des cellules avec un vrai système de pistons, comme ici l'image de Helicobacter pylori, qui est la bactérie qui provoque l'ulcère de l'estomac. Donc des protéines sont injectées dans la cellule et une façon de répondre de la cellule, c'est que ces protéines, donc ces petits cercles violets, qui sont les peptidoglycans, pour être plus précis, pas strictement des protéines, sont reconnus par node 1 et node 2. Donc de façon variée, en fonction du contexte, node 1 et node 2 peuvent être activés par des produits bactériens dans un contexte où sont présents des micro-organismes. Et à nouveau, on retrouve cette notion de coopération avec d'autres types de récepteurs qui vous est schématisé ici. TLR4, on en a déjà parlé, activation par les lipopolysaccharides et activation de NF-κB, et node 1, node 2, idem par un autre schéma. Donc il y a une coopérativité entre différents types de récepteurs dans ces actions. On va passer ça. Ces molécules sont importantes, on peut
le redéfinir à nouveau par la génétique humaine dans certains cas. Par exemple, en ce qui concerne NOD2, donc je vous ai dit qu'il est exprimé par les cellules hématopoïétiques et par les cellules épithéliales de l'intestin, des individus qui ont des mutations de NOD2, s'ils ont la malchance d'avoir une mutation perte de fonction, donc la protéine est présente mais ne fonctionne pas bien ou pas du tout, sur les 2 allèles, donc il n'y a plus de NOD2 du tout, ces individus ont un risque de développer une maladie de Crohn, donc une maladie inflammatoire de l'intestin, qui est 15 fois supérieure au risque de la population générale. Ce n'est pas strictement une maladie génétique de transmission mendélienne, mais cela indique que donc, NOD2, ici par défaut, joue un rôle important pour éviter la maladie inflammatoire de l'intestin et probablement par le fait que NOD2 est activé par les signaux déclenchés par les bactéries commensales qui sont la flore microbienne et évite que celles-ci, je schématise, deviennent invasives et provoquent une inflammation chronique. Si cette fonction est perdue, il y a un risque de maladie inflammatoire. A l'inverse, il existe des rares cas où il y a des mutations gain de fonction de NOD2. Donc la malchance de ces individus, c'est d'avoir une protéine NOD2 hyperactive, et on rejoint une notion que j'ai déjà évoquée tout à l'heure. Peut-être que cette mutation peut avoir un avantage anti-infectieux dans des circonstances particulières et peut avoir été sélectionnée dans l'évolution, encore qu'elle soit très très rare. Mais les individus qui ont une mutation gain de fonction de NOD2, qui favorise l'oligomérisation, qui est nécessaire à la fonction, vont développer une maladie auto-inflammatoire assez terrible, qu'on appelle le syndrome de Blow, où ces individus ont une inflammation chronique de l'œil, de la peau, des articulations notamment. Donc, si ce système n'est pas finement régulé, il devient pathologique. Troisième famille, dont je vais dire un mot rapide, les récepteurs de lectine type C, qui sont exprimés à la surface des cellules. Vous en avez ici plusieurs exemples. Il y en a un très grand nombre avec des noms très barbares, très poétiques. L'espèce de tête ici représente les séquences qui sont capables donc de reconnaître des sucres, donc des sucres en l'occurrence provenant de micro-organismes, et ils sont associés soit directement comme cette C-type lectine qui est exprimée par les cellules myéloïdes, donc les globules blancs schématiquement, avec une séquence intracellulaire qui permet, on en a déjà parlé lors de l'activation des lymphocytes T, qui permet le recrutement de kinases et l'activation sous-jacente d'événements secondaires avec des motifs dits ITAM. Je vous renvoie au cours, on a parlé de cela. Soit dans le type, ces molécules n'ont pas elles-mêmes ce motif, mais elles s'associent à des molécules qui ont ce motif, ce qui revient presque au même. Soit encore d'autres molécules, elles ont des tas de noms. Je vais vous en faire grâce. À quoi servent ces molécules? On va l'évoquer à travers 2 d'entre elles, qui s'appellent dectine 1 et dectine 2. Donc dectine 1 est à la surface des cellules, encore une fois, est un homodimère qui exprime ces récepteurs de type ITAM, peuvent recruter une kinase qui s'appelle SIC sur ces motifs ITAF lorsqu'ils sont phosphorylés. Et cette molécule SIC elle-même a des intermédiaires secondaires. On est toujours dans le même schéma de signalisation d'un récepteur qui reconnaît un ligand jusqu'à l'induction de l'activation de la transcription d'une série de gènes pro-inflammatoires, notamment via la NF-κB, mais aussi d'autres. Et vous voyez ici que si dectine 1 reconnaît un sucre, et on va voir lesquels dans un instant, in fine, la cellule va produire de l'interleukine 2, l'interleukine 10, 6, TNF-alpha, IL-23, pro, IL-bêta, donc toute une série de molécules pro-inflammatoires. Et retenez le nom de CARD9, je vais en dire un mot tout à l'heure, c'est une des protéines donc de la signalisation phosphorylée par SIC et qui active NF-κB. À peu près la même chose schématiquement pour dectine 2, même famille, qui ne fonctionne pas de la même façon, les domaines ITAM ne sont pas propres à ITAM 2, et dectine 2, excusez-moi. Recrutement de SIC, même schématiquement, même signalisation, même si c'est ici un tout petit peu plus compliqué. À quoi servent ces protéines? On sait aujourd'hui qu'elles jouent un rôle très important dans la défense contre les champignons. Candida, Aspergillus et toute une série d'autres champignons qui sont présents dans l'environnement. Certains sont pathogènes, d'autres ne sont pas pathogènes, mais nous nous défendons par ces récepteurs de l'immunité innée, donc qui ne reconnaissent pas très, très spécifiquement des motifs comme le font des lymphocytes T et des lymphocytes B. Vous reconnaissez ici dectine 1 et dectine 2. Il y en a d'autres, ce n'est pas les seuls, mais c'est au moins pour illustrer mon propos. Donc, en fait, dectine 2 se fixe sur des sucres complexes de la paroi des champignons qu'on appelle les mananes, composés de mannose, avec des branchements particuliers. Dectine 1, vous voyez, reconnaît un autre type de sucre de la paroi des champignons qu'on appelle les bêta-glucanes. Et donc, lorsqu'il y a une présence de champignons au contact de cellules, donc en particulier en situation soit au niveau des muqueuses, soit a fortiori s'il y a invasion
de l'organisme. Ces voies d'activation et l'activation de la protéine SIC va être mise en jeu et la production d'effecteurs antifongiques et pro-inflammatoires d'une manière générale. Évidemment, cela se combine à nouveau, il y a plusieurs types de récepteurs sont mis en jeu, avec la mise en jeu de récepteurs de la famille TLR, dont je vous ai déjà parlé. Donc, vous voyez qu'une défense anti-champignon implique une série de récepteurs et une série de signaux, mais qui sont relativement convergents vers notamment NF-κB. Et alors, comment on sait tout ça? On sait tout ça d'une part grâce à une série de résultats expérimentaux obtenus des modèles animaux et murins, en inactivant ces gènes les uns après les autres et en effectuant des infections expérimentales, on peut montrer qu'éventuellement il n'y a pas un contrôle satisfaisant à l'échelle cellulaire ou d'un organisme d'une infection par un champignon. On peut montrer que la présence des sucres dont j'ai parlé tout à l'heure, issus des champignons, activait ces voies, induisait la phosphorylation de SIC, etc., etc. Mais à nouveau, on le sait un peu par la génétique humaine. Juste un exemple, il y a des rares individus qui ont des mutations du gène qui code pour CARD9, donc cette voie de signalisation est interrompue, okay, et d'autres qui sont liés aux lectines de type C. Et les individus qui ont des mutations de CARD9, ils ont une vulnérabilité, une susceptibilité très particulière aux infections fongiques. D'une part, à ce qu'on appelle les dermatophytes, trichophytons, qui donnent de façon banale ce qu'on appelle le pied d'athlète, le fait que parfois on a une espèce de petite infection entre les doigts de pied, qui est quelque chose d'évidemment banal, mais ce trichophyton, chez les individus qui ont des mutations de CARD9, peut provoquer une infection invasive extrêmement sévère, ou ils peuvent aussi éventuellement développer des infections par des candidats albicans, à nouveau un germe banal, mais qui, lorsque ce système ne fonctionne pas, induit donc une grande susceptibilité et uniquement, quasi uniquement, à des champignons, donc qui montrent que ces lectines de type C, via CARD9, etc., et d'autres protéines, jouent un rôle majeur dans l'immunité anti-champignon. On a vu quatrième famille, les récepteurs qui reconnaissent les ARN, donc qui est impliqué dans l'immunité antivirale. Donc les principaux appartiennent à cette famille ici, sont des molécules qui sont en fait des hélicases, donc qui débobinent la structure tridimensionnelle des acides nucléiques. Donc ça s'appelle RIG-I, MDA5, enfin, peu importe les détails, il y a le détail des domaines moléculaires qui sont aujourd'hui bien connus. Ils fonctionnent de cette façon-là, je schématise ici. RLR, donc c'est le nom générique de la famille. Il s'associe à un domaine dans la partie aminoterminale d'une protéine qui s'appelle MAVS, qui est située à la surface des mitochondries, on va revoir l'image tout à l'heure, à un domaine dit CARD, donc qui recrute les caspases dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et ceci va entraîner d'une façon spectaculaire la polymérisation de ces molécules, selon un système qui ressemble à ce qui se passe, ça va vous surprendre, dans une infection à prions. Vous savez que lorsque l'infection à prions est provoquée par un changement de conformité d'une protéine qui, de ce fait, s'auto-agrège, forme d'énormes polymères. Ces polymères n'étant pas solubles provoquent des lésions et les maladies, ce qui se passe dans la maladie à prions. Mais là, donc physiologiquement, certaines protéines fonctionnent de la même façon en formant des polymères, et ces polymères, de façon extraordinairement efficace, évidemment c'est une polymérisation qui est limitée dans ce cas-là, à nouveau active NF-κB, et dans le cas présent, c'est une signalisation qui passe aussi par IRF3 et la production des interférons alpha et bêta, dont par de multiples effecteurs, ce n'est pas une flèche, mais il faudrait en mettre des dizaines, vont avoir des effets bloquants de la réplication des virus qui ont déclenché cette réaction par fixation des acides nucléiques, des ARN, sur ces récepteurs RLR. J'hésite à vous décrire ça parce qu'elle n'est pas très jolie, cette diapo. Celle-là, je la cache aussi. Je préfère aller directement à celle-là pour ne pas être trop long. Celle-là est plus simple et plus juste en plus. Je passe à l'ADN et je reviendrai un instant sur ces histoires de polymérisation multiple des effecteurs dans la signalisation de certains récepteurs de l'immunité innée. Les résultats très récents montrent que pour ce qui est de l'ADN cette fois-ci, donc les virus à ADN, ou l'ADN si de façon pathologique il est présent dans le cytoplasme des cellules, il va déclencher une réponse qui est schématisée ici et qui est extrêmement importante. Donc l'ADN est susceptible de s'associer à une molécule qui s'appelle cGAS, qui est une enzyme, une synthétase, qui synthétise en fait la formation de cette curieuse molécule qui associe un AMP et un GMP, donc les nucléotides. Donc on a sous forme cyclique, 2', 3' cyclique, guanine et adénosine monophosphate. Donc cette molécule-là est extrêmement importante, elle est produite en utilisant un ATP, un GTP et cette enzyme cGAS.
S pour synthétase, G pour GMP, GTP, A pour ATP. Et cette réaction chimique, elle se produit en présence d'ADN à la surface de l'ADN, donc s'il y a de l'ADN présent. C'est une façon de détecter l'ADN, de déclencher cette réponse. Et la présence de 2' droit' CGMP dans le cytosol va induire sa fixation sur une molécule présente sous forme de ce dimère qu'on appelle STING. Et la fixation de 2', 3' CGMP sur STING entraîne les voies de signalisation, 2 voies de signalisation. On retrouve les voies connues, finalement, encore une fois, différents types de récepteurs qui convergent vers des réponses pas strictement identiques, mais assez proches, à travers des facteurs dits IRF3 qui vont induire la production des interférons de type 1, donc efficaces dans l'immunité antivirale, liée au virus à ADN dans mon schéma, et également une autre par la voie NF-κB. Et ce sont des résultats très très récents qui ont permis de montrer que en fait, il y a d'autres récepteurs pour l'ADN dans le cytosol. Ils convergent tous vers STING. STING est la molécule clé d'association via cette molécule adaptatrice particulière, ce dinucléotide cyclique. C'est la molécule absolument clé de la reconnaissance d'ADN intracytoplasmique, donc un endroit où normalement l'ADN n'est pas présent, et dans le déclenchement d'une réponse de l'immunité innée. Et chez la souris, les mutations de STING sont absolument délétères en provoquant une susceptibilité aux infections par les virus à ADN qui est majeure. On ne connaît pas chez l'homme de mutation de ce système pour l'instant, mais ce n'est pas exclu que ceci soit décrit un jour. Alors un mot sur, je reviens sur l'histoire de la polymérisation, je le trouve assez fascinant, des signaux de transduction sous certains récepteurs d'immunité innée. Je reviens en arrière un instant. Je vous ai dit tout à l'heure que les récepteurs de type Toll-like activaient la molécule MYD88 qui formait un système d'oligomérisation limité. Je vous rappelle, je vous ai dit qu'il y avait 6 molécules MYD88 qui s'associaient à 4 IRAK1 et 4 IRAK4. Donc ceci a une certaine stoichiométrie, et c'est ainsi que ça fonctionne. Et cette structure d'oligomérisation est réversible en fonction d'un certain nombre de paramètres. En ce qui concerne les RLR, donc les récepteurs aux acides nucléiques, certains NLR, comme NLRP3, dont je vous ai parlé, et certains récepteurs d'ADN, ALR, qui ont des ligands MAVS et ASC, ça sont des ligands adaptateurs intracellulaires. On a un phénomène de transduction de signal qui est très distinct, qui est différent, où on observe une polymérisation irréversible, encore une fois qui ressemble à ce qui se passe en pathologie avec les protéines à prions, qui sont extrêmement spectaculaires dans les cellules, qu'on peut visualiser en microscopie électronique, et donc qui sont majeures macroscopiquement à l'échelle cellulaire, et irréversibles. Et une question intéressante, non résolue à ma connaissance à ce jour, c'est de comprendre comment se fait-il que certains récepteurs de l'immunité innée entraînent ce type d'induction de signaux qui sont réversibles et d'autres, des signaux apparemment beaucoup plus puissants et qui sont irréversibles. Et quelle est la signification biologique de cette différence? Je ne crois pas qu'elle soit connue à ce jour et je pense que c'est une question intéressante. Image de cela, vous avez ici cette formation d'agrégats protéiques, en fait, ça fait des filaments dans les cellules. Dans NLRP3, je vous en ai déjà parlé, et c'est également vrai pour un récepteur pour les ADN qui s'appelle M2. Donc avant de reconnaître quelque signal que ce soit, il est sous une forme inactive, il s'auto-inhibe, la protéine est recourbée schématiquement. Lors de l'activation par reconnaissance d'un micro-organisme, disons, la molécule s'ouvre, et donc son domaine pyrine, je vous ai déjà parlé, va s'associer avec le domaine pyrine d'un adaptateur qui s'appelle ASC, et qui a un domaine CARD, le domaine CARD pouvant s'associer au domaine CARD de caspase 1. Je vous rappelle que caspase 1 est l'enzyme qui clive le pro-interleukine 1, fabrique de l'interleukine 1 et donc une substance inflammatoire. Mais donc cette réaction, elle ne s'organise pas à l'échelle unimoléculaire, elle forme ce type de complexe, donc multiple et bien plus important encore que ce qui est là, de polymères qui sont donc filamenteux et irréversibles. Donc une situation qui est très particulière, et si je me rappelle bien, voilà, des chercheurs ont publié en 2011 et à nouveau dans un autre système très récemment l'image, et avec toutes sortes d'expériences démontrant l'organisation de ces schémas. Voici les filaments, par exemple, de la molécule MAVS. La molécule MAVS, elle a son domaine CARD ici qui sort à la surface des mitochondries, et c'est sur elle que viennent se fixer les protéines récepteurs des acides ribonucléiques, des ARN. Vous avez ici un virus ARN, fixation sur RIG-I, RIG-I et ARN se fixent sur MAVS, mais encore une fois, ce n'est pas une stoichiométrie 1-1, c'est une stoichiométrie qui conduit à la formation de paquets, et ces paquets, ça fait ces filaments irréversibles. Donc
Cette réaction biologique est très spectaculaire. Encore une fois, elle s'apparente à ce qui se passe dans la formation de l'agrégation des protéines à prions sur un plan pathologique. Et la signification propre de ces systèmes reste en partie à identifier. Donc, je voudrais finir avec une notion, et après je m'arrêterai là pour laisser parler Éric Vivier, qui est le fait que jusqu'à présent, je vous ai dit que le déclencheur des réponses immunes innées, et évidemment intuitivement on a envie de penser qu'il en est ainsi, ce sont des produits microbiens, ces fameux PAMP, Pathogen Associated Molecular Patterns, donc c'est lipopolysaccharides, les peptidoglycans, les acides ribonucléiques, l'ADN, etc., etc. Mais il y a une hypothèse alternative, à vrai dire probablement plutôt complémentaire, c'est d'imaginer qu'à côté des PAMP, il y a des DAMP. C'est quoi les DAMP? Les DAMP, ce sont des Danger Associated Molecular Patterns. Autrement dit, c'est le fait qu'une réponse immune ne serait pas forcément déclenchée par l'infection elle-même, mais par le fait qu'il y ait des modifications pathologiques du comportement biologique des cellules. La caricature, c'est la mort d'une cellule, déclenchée par toutes sortes d'événements qui peuvent être infectieux, mais pas forcément infectieux. Okay. Il y a une chercheuse américaine qui propose de façon très vigoureuse le fait que ce ne sont pas, les réponses immunes de l'immunité innée ne sont pas vraiment déclenchées par les microbes eux-mêmes, mais sont déclenchées par les signaux dits de danger de cellules qui sont mises en danger, tout simplement. Et on va voir qu'on peut encore faire évoluer la théorie, mais ça, c'est Éric Vivier. Il vous dira après. Suspense, pour finir. Donc, qu'est-ce que c'est que les DAMP? Les DAMP, il y en a un paquet, et probablement il y en a d'autres. Donc, ce sont les signaux de danger qui sont produits par des cellules, libérés par des cellules, ou qui sont à l'intérieur d'une cellule, dans un contexte pathologique où il y a un événement qui sort de l'habituel. On en a déjà parlé tout à l'heure de quelques-uns. Quelque part, il doit y avoir l'acide urique. Il est là. Donc, libération d'acide urique, qui est reconnue par NLRP3. Je vous rappelle qu'en pathologie, ça provoque la goutte. Mais sans arriver à la situation de la goutte, c'est une situation qui peut déclencher une réponse inflammatoire qui peut être utile, si je me parle d'un point de vue finaliste, qui n'est pas un peu dangereux, dans une réponse anti-infectieuse. Il y a une protéine qui s'appelle HMGB1, les acides nucléiques naturellement eux-mêmes, qui ne sont pas forcément microbiens, mais doivent être libérés par une cellule. Nous avons plein d'ADN et d'ARN dans nos cellules, naturellement. Il y a les heat shock protéines, enfin je ne vais pas vous les énumérer toutes. L'ATP, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a un paquet de molécules de nature très variée, qui peuvent être protidiques, qui peuvent être l'eau oxygénée, qui peuvent être des sucres, etc., qui sont susceptibles de déclencher des réponses inflammatoires en utilisant des récepteurs qui se trouvent être les mêmes, pour l'essentiel, les récepteurs de l'immunité innée. On va voir ça dans un instant. Donc la notion ici, c'est que la réponse n'est pas déclenchée par les PAMP, les produits microbiens, mais elle est déclenchée par ces signaux de danger. Vous en avez encore une fois un certain nombre ici. Ça peut être les graisses oxydées, la protéine amyloïde bêta, les phospholipides oxydés, défensine, HMGB1, heat shock protéines, les protéines de la matrice extracellulaire, les immuns complexes, bref, toute une série de produits, notamment libérés ici par des cellules en train de mourir. Mais la notion ici, c'est que ces produits de danger, ils ne sont pas reconnus par des récepteurs de produits de danger, ils sont reconnus par les mêmes, on ne va pas rediscuter 5 autres familles de récepteurs, sont les mêmes que ceux dont on a déjà parlé, par exemple les toll-like récepteurs, ici, 2, 4, 6 à la surface des cellules, TLR7, TLR9 dans des endosomes, qui vont être déclencheurs des réponses inflammatoires. Donc on a deux façons d'envisager l'enclenchement d'une réponse immune, soit classique à travers des produits microbiens, si on convient que la sélection et l'émergence et dans l'évolution, la sélection de réponses immunes a été favorisée bien sûr par l'interaction avec les microbes, mais cela peut être indirect via la mise en jeu, la libération de protéines, de produits, ça peut être des protéines, mais ça peut être aussi de toutes sortes d'autres substances, qui déclenchent les réponses de l'immunité innée. Et il y a des éléments en faveur des deux hypothèses, et très raisonnablement, on peut penser que les deux en fait interviennent de façon commune et s'ajoutent les unes aux autres. Et mon tout dernier mot, pratiquement, sera pour vous redire des choses que je vous ai déjà dites, mais qui sont importantes. C'est que l'immunité innée est le facteur qui induit les réponses adaptatives et les module, et fait que tel ou tel type de réponse effectrice de lymphocytes T, par exemple, sera mise en jeu. Je vous rappelle ce dont on a parlé concernant les réponses dites de type TH1, TH2, TH17, etc.
un lymphocyte T, a priori, n'a aucune idée dans quel programme effecteur il va s'engager. Il s'engage dans un programme effecteur sous l'effet de signaux qu'il reçoit des cellules présentatrices d'antigènes, des cellules dendritiques. Et ces 4 types de signaux, je les remets donc, autour de la présentation de l'antigène, des molécules de co-stimulation, de certaines cytokines et de protéines attractives de homing. Les 4 types de signaux, ils dépendent de l'induction des réponses de l'immunité innée, donc tout ce dont on a parlé tout à l'heure, et qui va s'enclencher de façon variée dans le contexte dans lequel une infection se produit. Et la cellule qui est une espèce de cellule qui concentre et condense et synthétise tous ces signaux, et la cellule présentant d'antigènes, qui est la cellule dendritique. Et ce couplage, je reprends cette diapo d'un collègue qui s'appelle Tano Reis et Souza, qui travaille à Londres, que je trouve assez illustratif. Vous avez ici une cellule dendritique, je ne reviens pas sur ce qu'on a discuté dans des cours précédents. Donc cette cellule dendritique, bien évidemment, comme beaucoup d'autres cellules, et de façon variée, je vous rappelle qu'il y a des sous-catégories de cellules dendritiques, elle exprime tel ou tel type de récepteur de l'immunité innée qui va lui permettre d'intégrer des signaux, des pumps, mais aussi donc des dumps. Est-ce qu'ils y sont, les dumps, par là? Oui, ils sont là, le danger. Donc on peut avoir, ici c'est une vision globale de toutes les possibilités de danger ou de signaux microbiens qui vont activer la cellule dendritique d'une certaine façon que les signaux qu'elle-même va délivrer ensuite à l'immunité adaptative qui n'est pas représentée ici, au lymphocyte T, va se faire et va induire une réponse effectrice de nature différente en fonction du contexte. Et interviennent d'autres cellules de l'immunité innée, dont j'espère que tu vas parler, Eric, les cellules NK, tu vas en dire un tout petit mot. Il y a d'autres cellules de l'immunité innée qui sont importantes, et Eric va vous en parler dans un instant, donc c'est parfait, ça m'évite d'avoir à vous en parler, il en parlera bien mieux que moi, que sont les lymphocytes natural killers, d'autres cellules invariantes, des lymphocytes T invariants qui sont impliqués. Mais le message ici, c'est l'intégration des signaux, et qui est initiée par les réponses de l'immunité innée, soit directement à travers les produits microbiens de la bactérie, la bug, soit des signaux de danger parce que les tissus ont été modifiés, et que notamment la mort cellulaire induit le relargage de substances qui activent de telle ou telle façon les cellules dendritiques, et ensuite l'immunité adaptative. Donc, la notion d'intégration des réponses immunes ici, et je trouve assez bien illustrée, est une notion complexe, mais importante dans la façon dont une réponse immune s'agence dans tel ou tel contexte de micro-organisme. Et il n'est pas complètement exclu, même si c'est loin d'être évident aujourd'hui, que ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire chez l'homme, de vulnérabilité extrêmement spécifique pour tel ou tel germe, dans tel ou tel tissu, à tel ou tel moment, je renvoie par exemple à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le déficit en IRA4, soit effectivement la conséquence directe du défaut de tel ou tel agent de l'immunité innée, mais que ceci correspondent ensuite à l'induction d'un déficit particulier d'une fonction effectrice du système adaptateur, donc une lésion spécifique du système adaptateur, parce qu'il manque les signaux de l'immunité innée nécessaires pour cette réponse-là. Par exemple, pour l'immunité antifongique, en termes d'immunité adaptatrice, ce sont les cellules Th17 qui jouent un rôle important. Donc on sait que des lésions d'immunité innée CAR9, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que les déficits en CAR9 favorisaient les infections fongiques invasives. Les individus qui ont des déficits en CAR9 donc ont un défaut de l'immunité innée antifongique, mais ils ont aussi opérationnellement un défaut de l'immunité adaptative antifongique, qui est une façon indirecte de montrer l'intégration, et par défaut naturellement, l'intégration de l'ensemble de ces signaux tels qu'elle est indiquée ici. Je crois que je vais vous passer ça. Juste cette diapo-là pour situer les choses, et peut-être ça aidera à faire la transition vers Eric. Je vous ai dit que dans l'immunité innée, il y avait toutes les cellules d'un organisme vivant sont impliquées, les cellules épithéliales, endothéliales, les neurones, les cellules musculaires, toutes à des degrés divers sont capables d'effectuer des réponses d'immunité innée à travers un certain type de différents récepteurs dont je vous ai parlé. Mais il existe donc en plus des cellules spécialisées de l'immunité innée, qui sont tous des globules blancs, et dont vous avez la liste ici. Et certains d'entre eux vont être discutés tout à l'heure par Eric Vivier. Donc pour rappel, pour certains, d'autres vous les connaissez peut-être moins, les premières vous les connaissez, sont les classiques globules blancs sanguins phagocytaires, les polynucléaires sanguins et dans les tissus naturellement, les polynucléaires neutrophiles et les monocytes qui se différencient en macrophages, qui sont donc des cellules douées de la capacité de phagocytose et qui sont impliquées dans la destruction de bactéries et de champignons.
Mais il y a aussi, je vous rappelle, les polynucléaires éosinophiles et basophiles qui ont d'autres fonctions liées essentiellement à la dégranulation de granules qu'ils contiennent dans leur cytoplasme, qui ont une action toxique contre les parasites, les helminthes, les vers. Et puis il y a d'autres catégories de populations qui ont été décrites plus récemment, qui en fait sont des lymphocytes, et non pas des cellules phagocytaires comme toutes celles du haut, qu'on appelle les innate lymphoid cells, en français, donc les lymphocytes innés, qui comprennent les lymphocytes NK, natural killer, qui ont un rôle d'immunité antivirale, notamment antivirale et antitumorale, et qui s'apparentent aux innate lymphoid cells de type 1, qui jouent un rôle probablement dans l'immunité contre les micro-organismes intracellulaires, les types 2 contre les parasites, les types 3 contre les bactéries, les champignons. Les fonctions diffèrent par le type de cytokines qu'ils produisent. Il y a une catégorie de cellules qui jouent un rôle par ailleurs également anti-infectieux, mais aussi dans l'organogenèse des tissus lymphoïdes, qu'on appelle les cellules LTI, qui sont apparentées aux lymphoïdes innés de type 3. Donc ça devient un peu compliqué toute cette classification, mais toutes ces cellules ont leur importance. Et puis enfin, il y a des lymphocytes T, donc qui ont toutes les caractéristiques des lymphocytes T dont on a parlé, mais qui ne sont pas les lymphocytes T classiques avec un récepteur T de type alpha-bêta avec une reconnaissance diversifiée clonale d'antigènes. Et parmi ces populations, il y en a au moins 3, il y en a d'autres. Il y a les lymphocytes T qui expriment, il y en a plusieurs types, des récepteurs T de type gamma-delta. Il y a des lymphocytes T qui ont des marqueurs de cellules NK et qui reconnaissent certaines substances qui ne sont pas des peptides. D'autres lymphocytes T invariants qui sont dans l'intestin. Bref, il y a un paquet de populations qui sont en fait impliquées dans des formes rapides, non clonales, et qui s'apparentent donc aux réponses de l'immunité innée, comme le sont l'action de ces autres cellules. Donc, si vous patientez quelques minutes, vous en saurez un peu plus sur certaines de ces cellules et leur mise en jeu à travers le séminaire d'Éric Vivier. Donc moi, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre naturellement. Eric, si tu veux bien venir mettre tes diapos. Allez-y. Oui. Il y avait une question. Ouais, j'ai des questions. Ma question c'est, est-ce que cela relève de l'immunité? À 2 ans, tous ces ongles sont tombés, mains et pieds. C'est impossible de dire comme ça, il peut y avoir plusieurs traitements rhumatoïdes, oui, ça c'est l'immunopathologie, oui. Oui, elle a toujours, elle a 8 ans. Ça c'est une maladie inflammatoire, oui. C'est une maladie immunologique. Si c'est léger, ça passera avec l'âge? Ça peut. Difficile de vous dire. Elle a 8 ans maintenant. Ça peut. Alors maintenant, ils sont voilà, mais non, c'est l'autre bébé. Excusez-moi, je donne... Et elle a aussi, avec des yeux comme ça, c'est peut-être Il faut mettre carrément à l'intérieur sur ce ménage et c'est bien. Merci beaucoup. Comme il n'y a pas de questions, je vais me présenter. Donc, je vais donner la parole à Éric Vivier. Éric Vivier est professeur d'immunologie à la faculté de médecine de Marseille. Et il dirige un très important centre de recherche en immunologie qui est situé là-bas sur les Calanques. Pour ceux qui connaissent, c'est un endroit merveilleux. Le centre d'immunologie de Marseille-Lumini, qui est renommé mondialement pour toute une série de travaux importants. Donc, Éric lui-même est
comme l'indique le titre de son séminaire, est particulièrement spécialisé dans l'étude des lymphocytes natural killer, dont il a décrit un grand nombre de caractéristiques moléculaires et fonctionnelles, et à partir de ses travaux, ça l'a amené à élargir ses spectres d'intérêt, à la fois sur un plan fondamental, jusqu'à donc une nouvelle théorie du déclenchement des réponses immunes, dont il va nous dire un mot, théorie de la discontinuité, mais aussi sur des applications pratiques. L'immunologie a quelques applications médicales, comme vous savez. Je ne sais pas si tu vas en parler un petit peu, très bien. Est-ce qu'on peut utiliser, manipuler, entre guillemets, au sens le plus beau possible du terme, les cellules natural killer ou d'autres cellules pour augmenter les réponses immunitaires et en l'occurrence plutôt pour essayer de traiter des cancers. Merci Eric.